Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver cette nouvelle petite vidéo. Un nouveau point ciné, ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai plus sorti de point ciné. Le dernier, je l'ai sorti, je crois que c'était en mai. On est quand même en septembre aujourd'hui et je vais revenir aujourd'hui sur les films que j'ai été voir en salle de juin à août. Il n'y a pas énormément de films, honnêtement, j'ai pas beaucoup été au ciné ces vacances-ci par rapport aux vacances de l'année dernière. C'est rien du tout. Mais il y a quand même 8 films je crois et la plupart sont quand même très intéressants. Pas forcément les films en eux-mêmes mais en tout cas intéressants à analyser. On perd pas plus de temps, c'est parti, on commence avec le premier film. Faut-il qu'il soit toujours plus gros? Ce film, je l'attendais depuis 2018, donc depuis 4 ans, avec une impatience extrême, comme un autre film dont on va parler tout à l'heure. Et putain, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je m'attendais à tellement plus. Et je pense que pendant ces 4 ans, je me suis attendu à tellement de dingueries, à une conclusion de trilogie tellement badass que voilà, c'était à prévoir que j'allais être déçu. Bien sûr, je parle de Jurassic World Dominion, Jurassic World Le Monde d'après, le troisième et dernier opus de la trilogie Jurassic World et de la saga Jurassic Park, qui pardon, est à mes yeux, et je pense aux yeux de tout le monde, clairement moins bon que les deux premiers. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film, pas du tout, ça veut pas dire que c'est un mauvais divertissement, un mauvais film de SF, tout ce que vous voulez. Ce que j'ai pu retenir de positif dans le film, bah c'est comme pour les deux premiers, les acteurs sont géniaux, le casting est incroyable, en plus il y a Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui reviennent, donc les trois acteurs principaux de la trilogie Jurassic Park. Visuellement c'est parfait, vraiment, je pense que c'est même encore plus parfait que les deux premiers films. Là en plus il y a quelque chose qui a dû être pas évident à faire, c'est que voilà, dans les deux premiers films, et dans tous les autres films de la saga d'ailleurs, dans les Jurassic Park, il a fallu incorporer, on va dire, des dinosaures dans un environnement qui n'existe pas, une île qui n'existe pas, qui est propice, on va dire, qui est adéquate aux dinosaures. Là, il a fallu quand même intégrer des dinosaures dans des endroits vraiment de la Terre qui existent, des endroits connus, vraiment dans notre monde en soi. Par exemple, il y a une petite partie du film quand même qui se déroule à Malte. Malte, c'est quand même pas du tout l'endroit où tu croises des dinosaures dans les films de base. Et c'est génial, parce que c'est vrai que non seulement ça change beaucoup par rapport aux films précédents où, voilà, Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1 et 2, ça se déroule toujours sur une île loin de la civilisation. Et là, ça se déroule en pleine civilisation, ça se déroule à Malte, ça se déroule aux États-Unis, etc. Bref, c'est très cool et visuellement, ça apporte quelque chose que la saga n'avait jamais fait. Le problème que j'ai, et pourtant je pensais vraiment pas que ça allait être le cas, parce que c'est Colin Trevorrow qui réalise le film. Le premier film, l'histoire est géniale. Tu retournes à Isla Nublar, t'as un nouveau parc, t'as un dinosaure génétiquement modifié qui est mais incroyablement dangereux et qui se balade dans le parc. Le pitch est parfait et c'est extrêmement bien rythmé, tu t'ennuies pas une seconde et c'est génial. Le deuxième, t'as un putain de volcan sur Isla Nublar qui va entrer en éruption et il faut à tout prix prendre les dinosaures pour les mettre en sécurité hors de l'île, donc chez nous, on va dire, dans la civilisation. C'est génial. En plus, il y a un autre dinosaure génétiquement modifié qui entre en piste, qui est limite encore plus dangereux, encore plus sanguinaire que l'Indominus, et qui est extrêmement bien fait, et encore une fois, c'est très bien rythmé, c'est pesant et tout. Et là, le troisième, c'est quoi le pitch? C'est des libellules géantes qui anéantissent des champs. D'accord, ouais. Pourquoi pas, après tout. Tu fais une putain de conclusion d'une trilogie que les gens aiment énormément, d'une saga culte du cinéma, qui a été lancée par le plus grand. Et pour conclure ça, au lieu de faire une putain de baston entre dinosaures à New York ou je sais pas où, tu fais enquêter des personnages mythiques dont on attend le retour depuis 20 ans, pour les faire enquêter sur des libellules qui mangent du blé.
Pardon, mais je trouve ça chiant, inintéressant. Bien sûr, le film ne repose pas que sur ça, mais essentiellement, et je trouve ça vraiment triste. J'ai retenu aucune scène, j'ai retenu aucune musique, j'ai retenu aucune évolution de personnage. J'ai pas eu de frisson quand j'ai revu les anciens personnages de Jurassic Park. Ça m'a déçu. C'est pas un mauvais film, c'est un bon divertissement. C'est pas un film catastrophique, mais je peux pas. Rien ne peut m'arrêter! Moi je peux, si tu continues de crier. On passe à un tout autre film que lui je ne voyais pas venir, dont je me foutais un peu d'ailleurs, et c'est le film Pixar, le plus récent, le dernier des films Pixar, qui est un studio que j'aime énormément, hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur Pixar, enfin non, je crois que j'en ai fait qu'une en fait, j'ai fait un top des Pixar. Buzz l'éclair, le spin-off de la saga Toy Story, enfin le spin-off, pas vraiment. En fait, d'après ce qu'ils ont dit, et ce qui est assez cohérent et bien trouvé, c'est que le jouet Buzz l'éclair dans la saga Toy Story est inspiré d'un film, ce qui est souvent le cas dans les jouets hein, chez nous, et le film dont est inspiré le jouet de Toy Story, c'est ce film-là. C'est très cool en soi, ça sert à rien mais c'est cool. Et du coup ça rentre un peu dans la catégorie spin-off de la saga Toy Story qui n'est pas du tout ma saga préférée, ce sont même pas mes Pixar préférés, il n'y a aucun film Toy Story qui rentre dans mon top 10 des Pixar, clairement pas, pour moi c'est pas du tout les meilleurs Pixar. Mais ce film franchement j'ai trouvé très bon, encore une fois pas l'un des meilleurs Pixar, c'est même pas... Enfin, on s'éloigne un peu de Pixar. Pour moi Pixar c'est censé être un dessin animé beau, drôle, émouvant, divertissant, des fois un peu triste. Les meilleurs Pixar c'est ça en fait. Hein. Et ce film là pour le coup pas du tout. C'est un peu... Buzz l'éclair c'est un peu le Star Wars quand un Coco c'est un Shawshank Redemption par exemple. Je vulgarise à mort mais vous avez plus ou moins compris ce que je veux dire. Le film est pas émouvant, le film... Tu n'as pas d'émotion Pixar quand tu le regardes. C'est divertissant, c'est... mais parfait visuellement. C'est une des animations les plus belles que j'ai jamais vues. Et sans aucun doute la plus belle des animations de tout Pixar. Des fois c'est même photoréaliste et c'est vachement beau. Ça franchement j'ai rien à dire. C'est cool pour les enfants, après je trouvais que plus on avançait dans le film, plus on tombait dans le film cliché, le space opéra d'il y a 40 ans, avec le méchant robot qui combat le gentil cosmonaute. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais Pixar, c'est un bon film honnêtement, j'ai bien aimé ce film. Mais il manque cette touche Pixar, et s'il y avait eu cette touche Pixar, ça aurait vraiment été stylé. Guide-nous jusqu'au cœur des ténèbres. Sommes-nous devenus obsolètes? Peut-être. Encore une fois, un film totalement différent, un film qui m'a intéressé, je sais même pas pourquoi, parce que il vient d'un réalisateur dont je n'ai absolument pas vu tous les films, j'en ai vu quelques-uns, que j'ai pas détesté. Et c'est vrai que c'est un réalisateur qui m'intéresse et je pense que je vais me faire bientôt toute sa filmographie. C'est David Cronenberg. Et dans ce film, Les Crimes du futur, c'est le dernier film de David Cronenberg qui a, mine de rien, par la presse, je sais pas, mais par les critiques, par les spectateurs comme moi, n'a pas été très très bien reçu. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu sceptique avant de le voir et je n'ai pas du tout compris pourquoi. Je pense que malheureusement, en ce moment, les gens, pour être satisfaits, ont besoin de basiques. Et dès que ça sort de l'ordinaire, dès qu'il y a quelque chose de plus profond ou de singulier qui est proposé par un réalisateur, ça plaît pas. Je trouve ça vraiment dommage, parce que pour le coup c'est du cinéma indépendant, clairement. Cronenberg il est même plus à Hollywood. Il a dit fuck à Hollywood avec Maps of the Stars. Le film est assez simple, et c'est un film d'auteur clairement, et je comprends pas comment on peut critiquer négativement ce film quand on se base seulement sur la singularité, l'originalité du film. Parce que merde, c'est pas un Marvel, hein, les gars, c'est pas un Star Wars, c'est pas un je sais pas quoi. C'est un film d'auteur, et pour moi un film d'auteur, à partir du moment où il est singulier, où on retrouve la patte artistique du réalisateur, c'est que déjà la majeure partie du travail est réussie. La réalisation de Cronenberg, elle est juste extraordinaire dans le film. C'est un film qui est extrêmement malaisant. La nouvelle source de plaisir, on va dire, des humains, donc après le sexe, c'est une sorte de nouveau sexe, on va dire, c'est de disséquer, on va dire, plus ou moins son partenaire. Il ne ressent plus la douleur, mais à la place, si tu touches par exemple son cœur avec un couteau ou un truc ainsi, si tu le... C'est même pas le tuer, c'est juste lui planter des couteaux ou je sais pas quoi, ça lui procure du plaisir. Ça peut paraître extrêmement
strange, c'est le cas, on va pas se mentir, mais je trouve ça tellement... Enfin, c'est ça le cinéma. Je veux dire, mettre en scène avec des caméras, avec du montage, avec de la musique, des idées aussi tordues soient-elles que tu as, bah ça s'appelle être un réalisateur en fait, ça s'appelle faire du cinéma. Et c'est quand j'ai vu ce film, je me suis dit mais c'est ça le cinéma, c'est ça, c'est voir des trucs qu'on ne voit jamais. J'ai vu un mec avec des oreilles partout sur le corps. C'est un peu en soi une... Et c'est vrai que c'est très rare au cinéma, c'est un peu du cinéma surréaliste. C'est extrêmement rare, c'est des films surréalistes, il y en a peut-être une dizaine dans les années 50, 60, et ça s'est très vite perdu parce que ça n'a jamais marché. Mais ce film a vraiment une part de surréalisme, et le surréalisme pour moi c'est la forme d'art la plus communicative hein, de toutes les formes d'art. Tu regardes, pardon, hein, mais pour moi tu regardes une peinture de Dali ou de Picasso ou de Magritte, ça te balance bien plus de messages qu'une nature morte par exemple. Et j'en ai marre des natures mortes au cinéma, et voir un film comme ça, avec un mec recouvert d'oreilles, avec les yeux cousus, la bouche cousue, voir des gens se planter des couteaux et ressentir du plaisir, ben c'est génial, pardon, mais c'est génial. Parce que c'est quelque chose que je ne verrai jamais ailleurs. Certes, l'histoire en elle-même, quand on suit les personnages, leur évolution et tout, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est qu'on s'en fout un peu. C'est assez difficile à comprendre. L'histoire en elle-même, je parle pas de l'univers dans lequel se déroule le film. Par exemple, les personnages, je sais plus trop à quoi ils servent, je sais même plus ce qu'ils cherchent à faire dans le film, je sais même pas ce qui se passe à la fin. Ça, j'ai un peu oublié et c'est vraiment dommage. Il y a aussi les acteurs qui sont très bons. Mortensen, forcément, il a toujours été génial. Je déteste Léa Seydoux d'habitude, je l'ai trouvé exceptionnel ici. Et pareil pour Kristen Stewart, que j'aime vraiment pas de base, et là je l'ai trouvé vraiment bonne. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que c'est du putain de vrai cinéma. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais ailleurs. Et quand je suis fan de Marvel, de Star Wars, du cinéma blockbuster, tout public, grand public. Mais quand je vois des films comme Thor Love and Thunder, qui ont des meilleures notes que Les Crimes du futur, je me dis que le monde va mal. Et justement, Thor Love and Thunder, parlons-en maintenant. Tu as une chose pour laquelle te battre. J'attends ce film depuis presque aussi longtemps que Jurassic World, Le Monde d'après. Je l'attends depuis qu'ils l'ont annoncé à la San Diego Comic Con, je crois que c'était en 2019. Quand j'ai su que c'était Taika Waititi qui réalisait le film, donc le réalisateur de Thor Ragnarok, qui est quand même mon troisième film préféré du MCU, je me suis dit ça va être génial. Parce que Waititi, c'est un mec qui certes a sa patte extrêmement prononcée dans chacun de ses films, mais qui, quand il bosse avec des grosses plateformes, notamment là Marvel, Disney, il arrive quand même à, certes, incorporer sa touche artistique, ce qui est génial pour un réalisateur comme lui, mais quand même à rester dans l'univers qu'on lui demande, à savoir en l'occurrence l'univers Marvel, et de mettre des trucs qu'on connaît depuis 2008. C'est ce qu'il a parfaitement fait dans Thor Ragnarok, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'adore ce film, et dans Thor Love and Thunder, il s'est planté. Kevin Feige en ce moment, il engage pas mal de réalisateurs qui ont toujours fait du cinéma d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'il pense que ça va apporter quelque chose de plus à ces films. Le problème, c'est que pour moi, il se trompe complètement. Par exemple, il a embauché, on va dire, Chloé Zhao pour Les Éternels. Chloé Zhao qui avait réalisé Nomadland l'année d'avant, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film. C'est une réalisatrice qui est extraordinaire quand elle reste dans son domaine de film d'auteur. Nomadland, j'ai pas aimé ce film parce que je l'ai trouvé chiant, mais jamais je dirais que c'est un mauvais film. Quand elle a fait Les Éternels, c'était très 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 Chloé Zhao, mais c'était pas du Marvel. Et quand je vais voir un Marvel, je veux voir du Marvel. Pour moi, les artistes d'auteur doivent rester dans le cinéma d'auteur. Sauf si ils arrivent à
mettre leur patte artistique dans un film sans détériorer l'œuvre qu'on veut voir en tant que consommateur du cinéma grand public, du cinéma blockbuster. Donc Taika Waititi avait réussi à faire ça dans Thor Ragnarok, et ici il fait du Chloé Zhao, il se perd dans son art. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai, il se perd dans son art, et ça détériore à mort le film que je voulais voir, à savoir le 4e film des aventures de Thor. Parce que là, j'ai pas vu un film Thor, j'ai vu une parodie, une comédie sur Thor, mais j'ai pas vu un Thor, pardon. Et c'est ce genre de film qui me fait regretter le MCU d'avant, même la phase 2, même Thor The Dark World. Pardon. Il y a un truc en revanche que j'ai adoré dans ce film, c'est Gore the God Butcher, donc le boucher des dieux, qui est le méchant du film, qui est interprété par Christian Bale, qui est un acteur extraordinaire, bien sûr, vous le savez, et qui est un méchant parfait, dark, extrêmement bien interprété par Christian Bale. Le méchant parfait, vraiment, je l'adore. Pour moi, c'est le meilleur méchant, le meilleur antagoniste de tout le MCU, et ça, personne ne pourra me le retirer. Par contre, le reste du film, c'est vraiment de la merde. Il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement gênant dès le début et jusqu'à la fin, c'est les dialogues et la manière dont l'histoire a été écrite. Qui a écrit ça? Les dialogues sont plats, prévisibles, les blagues sont pas drôles, c'est surjoué à chaque fois. C'est divertissant, c'est bien fait techniquement, et Christian Bale est extraordinaire. Le reste, c'est nul. C'est pas un film... Encore une fois, c'est pas un mauvais divertissement, c'est un petit peu comme Jurassic World 3. En voyant les films précédents, je m'attendais à mieux. Ça veut pas dire que pris individuellement, c'est un mauvais film, pas du tout. Mais... je peux pas. Encore une fois. Vous a conduit jusqu'ici. Le destin. C'est quoi ce deal à la con? Mais c'est pas grave, je me suis réconforté avec un réalisateur que je détestais et que maintenant j'aime mieux grâce à ce film. C'est David Leitch qui avait réalisé Deadpool 2, que je hais de tout mon âme, et qui ici réalise Bullet Train avec Brad Pitt, que je détestais aussi. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai été voir ce film, mais heureusement que j'ai été le voir parce que ça m'a réconcilié avec beaucoup de gens. Parce que maintenant j'aime bien Brad Pitt. J'aime bien Brad Pitt depuis que j'ai vu Bullet Train. Parce que dans Bullet Train, pour moi, il a un rôle génial. Il interprète parfaitement son personnage. En soi, c'est du Brad Pitt pur et dur. C'est le beau gosse charismatique qui fait des vannes. Un peu comme Chris Hemsworth, mais en plus vieux. Si David Leitch avait réalisé Deadpool 2 de cette manière, ça aurait été parfait. Parce que les scènes sont mises... Enfin, toutes les scènes sont génialement mises en scène. Les scènes d'action sont sanglantes à mort, sans aucune censure, et ça j'adore. La caméra bouge souvent, on s'ennuie pas, c'est vraiment bien fait. C'est divertissant, ça passe vite, bref, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Juste la fin qui m'a un peu déçu, la manière dont elle est écrite, il y a des trucs qui se déroulent, tu te dis ouais bon, non, dans aucun monde ça se passe comme ça. Et c'est un peu dommage parce que en soi, les 2 premiers tiers, on va dire, du film, voire les 3 premiers quarts du film, sont relativement réalistes. C'est ça qui est génial, c'est que c'est drôle, tu sens que c'est un film, hein, mais tu te dis, en soi, il n'y a pas trop de fantaisie, il n'y a pas trop de fantastique ou de je sais pas quoi dedans. Et c'est vrai que plus on se rapproche de la fin, plus ça se transforme, enfin, plus ça devient absurde, et moins on y croit, et c'est un peu dommage. Mais ça reste un super film, un super divertissement, et je vous le conseille bien sûr à tous. Pour l'avant-dernier film, un film que je ne comptais absolument pas voir parce que j'en avais rien à branler, mais j'en suis ressorti très agréablement surpris, c'est Les Mignons 2, Il était une fois Gru. J'ai vu le premier film au cinéma il y a 7 ans maintenant, c'était en 2015, et j'avais vraiment bien aimé. Bon, à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, donc forcément j'avais bien aimé. Je ne l'ai pas revu depuis, je me souviens plus ou moins de ce qui se passe dedans, et le deuxième est largement meilleur. Pour rester dans Momoche et Méchant, il y a pas mal de clins d'œil à Momoche et Méchant. Le seul clin d'œil à Momoche et Méchant qu'il y avait eu dans le premier film des Mignons, c'était la fin avec Gru qui arrive et qui tease le deuxième film.
Deuxième film qui est quand même arrivé 7 ans après. Ici, il y a pas mal de trucs. Bah forcément, il y a la mère de Gru qu'on voit plusieurs fois dans les films Moche et Méchant. Il y a le professeur Nefario. À un moment, il y a une scène avec un homme qu'on apprend à être le père d'Hector, qui est le méchant du premier film Moche et Méchant. Ça peut paraître fan service, mais en sort pas trop parce que c'est surtout des clins d'œil, c'est des petits caméos, des petits easter eggs, un petit peu. C'est surtout des clins d'œil et ça fait rire et c'est assez drôle. Enfin, c'est mignon, on va dire. J'ai pas fait exprès de faire ce petit jeu de mots. C'est parfaitement divertissant, le rythme est génial, ça passe à une vitesse incroyable. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a aucun coup de mou, c'est assez bien écrit pour le coup. Il y a pas mal de nouveaux méchants, pour le coup il y avait, de nouveaux méchants, de nouveaux personnages, mais qui pour la plupart sont méchants. Dans le premier film des Mignons, il y avait une méchante, qui était la méchante principale. Et là il y en a plusieurs, il y a une troupe de méchants, notamment avec pas mal de, je crois qu'ils sont 5. Qui sont assez cool. Il y a Will Carnage qui est le méchant on va dire principal du film, qui est l'idole de Gru quand il était jeune. Et on s'attache toujours aux mignons bien sûr, et on s'attache surtout à Gru qui est trop mignon dans le film, pardon, mais il est génial. Il est drôle, il est... Ouais, encore une fois, il est adorable, franchement. C'est pas son but, c'est un peu paradoxal, mais franchement, je me suis vraiment attaché au personnage. Un peu comme pour Bullet Train pour le coup, la fin, trop absurde, trop... Ils s'en sortent mais t'inquiète. Trop facile scénaristiquement et ça m'a un peu déçu. Mais franchement, j'ai été très agréablement surpris de ce film et je vous le conseille pour toute la famille, c'est génial. Moi j'ai été le voir tout seul et j'en suis ressorti vraiment surpris. Bon, à la base je devais pas aller voir ce film, je devais aller voir Nope, mais comme il n'était pas dispo ce jour-là, j'ai été le voir un autre jour. D'ailleurs parlons-en de Nope. Mon frère est là, dehors! Le nouveau film, le troisième, et pour l'instant le dernier film de Jordan Peele, qui est on va dire un réalisateur assez récent, qui a réalisé, donc pour l'instant, sans compter Nope, deux films d'horreur. C'est un peu le nouveau metteur en scène d'horreur afro-américain, on va dire. Il a réalisé Get Out et Us, que je n'ai pas vu, ni Get Out ni Us, donc je ne peux pas donner mon avis sur ces films. En revanche, j'ai vu Nope, et c'est sympa. Dans Nope, il y a une menace qui plane sur les personnages durant pratiquement tout le film, et cette menace, elle est mise en scène la plupart du temps sans même la montrer directement. C'est des tensions, c'est des scènes des fois sans musique ou alors avec des petites musiques vraiment stressantes, et c'est des mouvements de caméra qui sont extrêmement embarrassants aussi, et c'est pour le coup du coup très bien mis en scène. Ça m'a un peu fait penser à M. Night Shyamalan quand il réalise Phénomène par exemple, ou Old aussi. En plus ça se déroule dans un endroit qui est magnifique, ça se déroule dans un ranch aux États-Unis assez désertique, mais avec vraiment des gros paysages autour qui sont vraiment beaux, et du coup t'as des plans qui sont magnifiques. Il y a bien évidemment des effets visuels dans le film, le chimpanzé bien sûr, puisqu'on ne peut pas utiliser des chimpanzés pour un tournage de film, c'est beaucoup trop dangereux, qui est très bien fait. Ouais. Et bien évidemment la menace, on va dire, la créature, l'alien, je sais pas trop ce que c'est, Jean Jacket, qui l'ont appelé comme ça, qui est... Ça m'a un peu fait penser vraiment à James Cameron. Parce que j'hésitais entre Abyss et Avatar, mais les deux ont été réalisés par James Cameron. Ça m'a un peu fait penser à ça, sur le style de la créature, la manière dont elle se déplace dans l'air, son aspect global. On dirait un peu une créature aquatique, une sorte de grosse méduse, mais non seulement ses mouvements et son aspect, sa texture est extrêmement réaliste, c'est extrêmement bien incrusté, c'est très réaliste dans le film. Mais en plus ça a une forme qui quand même est assez singulière, c'est pas une créature qu'on a déjà vue quelque part. Donc à ce niveau là c'est génial, et encore une fois c'est très très bien réalisé. Ce que j'ai trouvé cool, même si j'ai trouvé ça dommage et cool à la fois, c'est que le film est un petit peu dans la censure, c'est à dire que c'est pas du tout R-rated, il n'y a pas vraiment de scène de sang, c'est assez censuré, et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que moi vous le savez peut-être, je préfère quand les films ne sont pas censurés, quand on montre ce qu'il y a à montrer. Mais là pour le coup, ça m'a pas forcément gêné parce que même si c'était dans la censure, et encore le mot est gros quand même, c'était pas terrifiant, c'est pas un film qui est terrifiant, mais c'était quand même très malaisant. Et même dans les scènes qui devraient être R-rated, notamment l'attaque du chimpanzé, on voit pas le chimpanzé attaquer les humains, mais rien qu'avec le son, rien qu'avec le changement d'ambiance, et avec la mise en scène de Jordan Peele après l'attaque,
tu sens qu'il s'est passé un truc grave et ça te met mal, même si tu n'as en soi rien vu. Par ailleurs, c'est un film qui aborde, on va dire, des thématiques qui sont assez nombreuses et qui sont vraiment respectables, vraiment nobles. Il y a l'héritage par exemple, puisque les deux personnages principaux, dont l'un est joué par Daniel Kaluuya, que j'adore énormément, même si dans ce film-là il n'est pas bon. Leur grand-père, en soi, dans le film, leur arrière-arrière-grand-père, je sais plus quoi, était le premier homme qui a participé, on va dire, au premier film qui est réalisé avec une succession d'images. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, ça fait un peu partie de l'héritage. En plus, ils ont bien sûr repris le ranch de leur père. Bien sûr, c'est un film qui parle aussi beaucoup de cinéma en lui-même, car la mission principale des personnages principaux, c'est de capturer en vidéo, de filmer l'alien, on va dire, la soucoupe, ce qu'ils pensent être une soucoupe. Ils contactent même pas un réalisateur, mais un caméraman pour réaliser ça, qui utilise de la pellicule et tout. Bref, c'est un film qui est essentiellement tourné sur l'héritage et c'est plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment un hommage rendu au 7e art. Le seul truc que j'ai trouvé décevant, c'est que, on va dire, dans les 2 premiers tiers du film, c'est le Jordan Peele qu'on aime, qu'on connaît, mise en scène malaisante, ça marche très bien, etc., etc. Mais plus on avance, plus la mise en scène d'horreur se transforme en mise en scène normale, d'aventure, de thriller, puisque l'histoire se transforme un peu en ça. Pendant assez longtemps, c'est les personnages qui essaient de capturer la créature, enfin la filmer en tout cas, pour passer chez Oprah Winfrey. On s'en bat les couilles. Le but principal pour moi, ce serait de survivre et de se barrer de ce ranch. Enfin, je sais pas, je n'ai rien à foutre de filmer le truc. Et pour y arriver, ils se mettent sur des chevaux, ils courent, ils font de la moto. Enfin, non, la moto, c'est un autre personnage. Enfin, je n'ai pas tout compris à ce niveau-là. Mais c'est pas que c'est décevant, c'est que je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais pas à ce que le film change de ton comme ça. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon film, honnêtement j'ai bien aimé, et je vous le conseillerais dans l'ensemble, je pense qu'il est encore au cinéma. Je vous mets ici mon classement du coup des 8 films dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs il n'y a pas 8 films, il y en a 7, depuis tantôt je dis 8 mais en fait pas du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.